Aborderons les sujets suivants. Aperçu des nouvelles normes publiées ou modifiées, activités réglementaires, survol du plan de travail de l'IASB, et nous allons discuter également des ressources disponibles. Nous avons prévu initialement vous présenter les nouveautés du Conseil des normes comptables, mais nous avons jugé entre-temps plus pertinent de prendre plus de temps pour couvrir les autres sujets. Maintenant, je passe la parole à Stéphanie. Bonjour, donc nous allons commencer la présentation d'aujourd'hui avec un aperçu des nouvelles normes publiées ou encore modifiées au courant de la dernière année. Avant de vous les présenter, on profite de l'occasion aujourd'hui de faire un bref rappel sur les normes qui doivent être appliquées pour les exercices clos, soit le 31 décembre 2013 ou après. Donc, vous trouverez dans les deux prochaines diapositives la liste des normes. Vous allez voir que dans certains cas, c'est des modifications importantes ou des nouvelles normes qui ont été publiées, qu'on parle par exemple des normes sur la consolidation, donc les FRS 10, 11, 12, ou encore maintenant on a une nouvelle norme sur l'évaluation de la juste valeur, l'IFRS 13, et aussi la norme IAS 19 a été modifiée. Il ne faut pas oublier aussi que bien qu'on vient de regarder qu'il y a quand même des normes importantes qui ont été publiées au courant des dernières années qui s'appliquent pour les exercices clos le 31 décembre 2013 ou après, que certaines normes ont fait l'objet de modifications, mais on parle plutôt dans ce cas-là de modifications qui sont moins importantes. Il faut tout de même s'assurer de les avoir regardées et d'avoir déterminé si elles doivent être appliquées ou non, ou si elles s'appliquent ou non pour la préparation de vos états financiers. Maintenant, voici un aperçu des normes qui ont été publiées ou modifiées et qui vont s'appliquer à compter du 1er janvier 2014. On va voir dans certains cas on va voir des nouveautés un petit peu plus en détail dans un moment, mais on va passer au travers la liste que vous voyez à votre écran. Bon, tout d'abord, l'IASB a apporté des modifications à la norme IFRS 10, IFRS 12 et à l'IAS 27. Ces trois normes traitent de la comptabilisation des filiales et l'objectif de la modification est de venir intégrer des indications dans ces normes pour les entités d'investissement. On va revenir dans quelques instants sur ces modifications-là. L'IASB a ensuite apporté des modifications à la norme IAS 32 qui traite de la présentation des instruments financiers et les modifications ont trait aux principes relatifs à la compensation d'actifs et de passifs financiers. Selon l'IAS 32, on vous dit qu'un actif financier et un passif financier vont devoir être compensés et le solde net être présenté dans l'état de la situation financière sur une seule ligne, si et seulement si l'entité répond à deux critères. Donc, premièrement, l'entité doit avoir actuellement un droit juridiquement exécutoire de compenser les montants comptabilisés, et aussi l'entité doit avoir l'intention soit de régler le montant net, ou encore de réaliser l'actif et de régler le passif simultanément. L'IASB a modifié l'IAS 32 afin de venir préciser la signification du premier critère de compensation, ainsi que les principes sous-jacents au concept de règlement net. Donc, dans certains cas, on vient mentionner qu'il y a certains mécanismes de règlement brut qui pourraient aboutir à un résultat qui pourrait être considéré comme étant équivalent à un règlement net. Des modifications ont aussi été apportées à l'IAS 36, qui traite de la dépréciation d'actifs, plus spécifiquement au niveau des informations à fournir sur la valeur recouvrable des actifs non financiers. On va y revenir. L'IAS 39, soit la norme qui traite de la comptabilisation et de l'évaluation des instruments financiers, a fait l'objet de modifications au courant de la dernière année pour traiter des cas où un dérivé, qui est désigné comme un instrument de couverture dans une relation de couverture pour lequel la comptabilité de couverture est appliquée, fait l'objet d'une novation envers une autre contrepartie. Donc, on a prévu que, advenant le respect de certaines conditions, qu'une entité qui doit faire, que son dérivé doit faire l'objet d'une novation envers une contrepartie en vertu de l'application de lois ou règlements, que dans certains cas, on va pouvoir continuer à appliquer la comptabilité de couverture. Finalement, l'IFRS Interpretations Committee a publié l'IFRIC 21, soit l'IFRIC intitulé « Droits ou taxes », dont les principales recommandations vont vous être présentées dans quelques instants.
Donc, commençons par les modifications apportées à l'IFRS 10, à l'IFRS 12 et à l'IAS 27 au sujet des entités d'investissement. Donc, comme je l'ai mentionné il n'y a pas si longtemps, ces normes-là ont fait l'objet de modifications afin d'intégrer des indications pour les entités d'investissement. Ces modifications vont devoir être appliquées à compter du 1er janvier 2014. Ces indications sont quand même assez importantes pour les sociétés canadiennes, donc les sociétés d'investissement canadiennes, étant donné qu'avant la publication de ces modifications, les IFRS ne permettaient pas à une entité dite d'investissement, on va revenir sur ce qu'est une entité d'investissement au sens des IFRS, donc une entité qui détenait des filiales, les IFRS ne permettaient pas à ces entités-là de pouvoir évaluer et comptabiliser leur placement dans ces filiales à leur juste valeur. Donc, par le passé, on devait absolument consolider ces placements-là. C'est notamment pour cette raison-là que les entités d'investissement canadiennes ont eu la possibilité de reporter leur date de première application des IFRS d'ici à ce que l'IASB revoie un peu les principes actuellement prévus et qu'ils arrivent avec des modifications qui pourraient peut-être permettre à nos entités d'investissement de continuer à comptabiliser leurs filiales à la juste valeur. Donc, qu'est-ce que disent ces indications modifiées? Bon, premièrement, on vous dit que dans l'IFRS 10, vous allez retrouver une définition de ce qu'on entend par une entité d'investissement. On va revenir dans quelques instants sur les critères qui doivent être rencontrés. Les entités qui vont se qualifier à titre d'entité d'investissement au sens de l'IFRS 10 vont se retrouver à être exemptées de devoir consolider leurs filiales et elles vont devoir plutôt les évaluer et les comptabiliser à la juste valeur par le biais du résultat net. Et évidemment, fournir certaines informations. Donc, c'est pour ça que la norme IFRS 12 a fait l'objet de modifications. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une entité qui n'a pas de filiale n'aura pas à appliquer ces indications. Les nouvelles indications ne visent qu'à permettre à une entité d'investissement admissible de pouvoir évaluer ses filiales à la juste valeur. Mais si cette même entité-là détient, par exemple, des placements dans des entreprises associées ou dans des co-entreprises, ça ne sera pas via l'IFRS 10 qu'elle va aller se référer pour la comptabilisation de ces placements, mais bien, par exemple, l'IAS 28. Donc, c'est vraiment si une entité détient des filiales qu'elle doit se questionner à savoir si elle représente une entité d'investissement ou non. Maintenant, quelle est la définition d'une entité d'investissement au sens de l'IFRS 10? Bon, l'IFRS 10 nous dit que 3 critères doivent absolument être respectés pour qu'une entité se qualifie à titre d'entité d'investissement et puisse comptabiliser et évaluer ses placements dans des filiales à la juste valeur. Les 3 critères sont les suivants, soit que premièrement, l'entité doit obtenir des fonds d'un ou de plusieurs investisseurs afin de fournir des services de gestion d'investissement. L'entité doit aussi avoir pour objet d'investir des fonds dans le seul but de réaliser des rendements sous forme de plus-value en capital ou encore de revenus dividendes, comme par exemple de revenus d'investissement, comme par exemple des revenus dividendes ou des revenus d'intérêt. Finalement, le 3e critère qui doit être respecté est le fait que l'entité doit évaluer et apprécier la performance de la quasi-totalité de ses investissements sur la base de la juste valeur. D'autres points clés qui sont prévus dans l'IFRS 10 et qui doivent être pris en considération pour répondre à la définition d'entité d'investissement est le fait qu'une entité d'investissement ne doit pas prévoir détenir de façon indéfinie ses investissements et doit avoir des stratégies de sortie documentées. C'est quand même un critère qu'on avait anciennement dans la NOC 18, donc la note d'orientation en comptabilité qui traitait des sociétés de placement. Donc, c'est un principe qui revient quand même du point de vue de la norme internationale. Un autre élément clé à prendre en considération est qu'une entité d'investissement peut fournir des services à des investisseurs, de même qu'à des tiers relativement à l'investissement. Et la norme vient quand même mentionner qu'il n'y a pas nécessairement besoin que ces services-là soient vraiment soient non importants. Il n'y a pas d'importance ou de limite d'importance par rapport aux services qui sont fournis. Finalement, dernier point qu'on voulait aborder au niveau des modifications qui ont trait aux entités d'investissement est le fait que
bien que pour les filiales détenues par une entité d'investissement, si on rencontre les critères, on va pouvoir évaluer ces placements-là à la juste valeur. La norme prévoit par contre certaines exceptions à la comptabilisation à la juste valeur. Donc, ça veut dire que dans certains cas, une entité d'investissement pourrait avoir à consolider ses filiales. Et dans quel cas ça s'applique? Bon, premièrement, on vous dit qu'une entité d'investissement qui a des filiales de services ne pourra pas comptabiliser ses filiales de services à la juste valeur, mais va devoir les consolider. L'IFRS 10 indique aussi qu'une société mère d'une entité d'investissement qui n'est pas elle-même une entité d'investissement va devoir continuer à comptabiliser ou à consolider les entités qu'elle contrôle, que ces entités soient détenues par l'intermédiaire d'une filiale qui est elle-même une entité d'investissement. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que si sa filiale directe est une entité d'investissement et que cette entité d'investissement-là comptabilise ses filiales à la juste valeur, et la société mère ultime, qui, elle, n'est pas une entité d'investissement, va devoir consolider intégralement toutes les filiales qu'elle contrôle, incluant celles qui sont détenues par l'entité d'investissement. Ça va donc impliquer de devoir défaire le traitement qui est appliqué par l'entité d'investissement. Alors, parlons maintenant d'informations à fournir sur la valeur recouvrable des actifs non financiers. En fait, ce que je vais vous parler, c'est d'une modification qui a été apportée à l'IAS 36 au cours de l'année 2013. Mais avant de parler de la modification, on va revenir un petit peu sur un peu d'historique sur pourquoi finalement on modifie aujourd'hui l'IAS 36. Lorsque l'IFRS 13, qui traite de l'évaluation de la juste valeur, a été publié en mai 2011, des modifications ont été apportées aux informations à fournir de l'IAS 36. L'une de ces modifications est le premier élément que vous retrouvez à l'écran, c'est-à-dire que dorénavant, toutes les entités doivent divulguer la valeur recouvrable de toutes les unités génératrices de trésorerie qui comportent un goodwill important, et ce, qu'il y a eu dépréciation ou non. Donc, si la modification dont je vais vous parler dans quelques secondes n'est pas appliquée par une entité, cela veut dire que dans vos notes de dépréciation d'actifs, vous allez devoir divulguer la valeur recouvrable de toutes les UGT là, qui ont un goodwill important. Les gens à travers le monde, en 2012 particulièrement, ont passé des commentaires à l'IASB et ils ont indiqué que est-ce que c'était vraiment, en fait, ils ont demandé à l'IASB, est-ce que c'était vraiment votre intention qu'on doive divulguer la valeur recouvrable de toutes les unités de trésorerie qui présentent un goodwill important? Donc, l'IASB a écouté les commentaires des parties prenantes et a publié un exposé sondage pour venir modifier l'IAS 36. Donc, la modification de l'IAS 36, c'est la suivante. On va retirer l'exigence de divulguer toute la valeur recouvrable de toutes les unités génératrices de trésorerie. Mais on devra, par contre, si on voit les premiers éléments là, au bas de l'acétate, présenter la valeur recouvrable d'un actif ou d'une unité de génératrice de trésorerie seulement dans les périodes où il y a une perte de valeur ou une reprise de valeur qui a été comptabilisée. Tant qu'à faire, donc on a modifié l'IAS 36 pour enlever l'exigence, c'est bon, mais tant qu'à faire, on a rajouté d'autres informations. Donc, ce qu'on a rajouté, alors lorsque la perte de valeur pour un actif ou une unité génératrice de trésorerie est comptabilisée ou reprise au cours d'un exercice et que la valeur recouvrable pour déterminer la perte de valeur ou la reprise de valeur est déterminée sur une juste valeur diminuée des coûts de sortie, on devra fournir les informations suivantes, dont la hiérarchie des justes valeurs, les hypothèses clés qui ont été utilisées pour déterminer la juste valeur, ainsi que le taux d'actualisation. Je vous rappelle que la modification qui est apportée à l'IAS 36 s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014. Donc, si vous n'adoptez pas par anticipation cette modification pour vos exercices 2013, puisque l'adoption par anticipation est permise, vous devrez fournir la première information qu'il y a sur l'écran, c'est-à-dire vous allez devoir divulguer la valeur recouvrable de toutes les unités génératrices de trésorerie qui présentent un goodwill important.
Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ce que je viens de dire? Bien, premièrement, la note aux états financiers sur la dépréciation d'actifs doit être revisée en profondeur, car les informations de l'IS 36 ont subi des modifications depuis la publication de l'IFRS 13. Donc, il faut juste s'assurer qu'on est en ligne avec ce qu'il y a dans l'IS 36. Et si on veut adopter par anticipation l'allègement qui est apporté par l'IASB, il faut s'assurer de mettre une note de changement de convention comptable qui dit que vous adoptez par anticipation les modifications de l'IS 36. Sinon, il y a du monde, comme les autorités réglementaires, qui pourraient vous l'indiquer que vous avez oublié de fournir certaines informations dans vos états. Au cours de la dernière année, l'IFRS Interpretations Committee a publié l'IFRIC 21 qui s'intitule « Droits ou taxes ». C'est un IFRIC qui s'applique pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014 et les exigences vont devoir être appliquées autant aux états financiers intermédiaires qu'aux états financiers annuels de l'année d'adoption. Donc, de quoi traite cet IFRIC? L'IFRIC 21 traite plus spécifiquement du moment de la comptabilisation d'un passif au titre d'un droit ou d'une taxe exigible lorsque soit le passif entre dans le champ d'application de l'IAS 37 qui traite des provisions, passifs éventuels et actifs éventuels. Et ça traite aussi du moment où on doit comptabiliser un passif lorsque l'échéance et le montant du passif sont certains. Pourquoi l'IFRIC a jugé nécessaire de publier des indications pour venir traiter du moment de la comptabilisation du passif? C'est qu'il y a des divergences qui ont été identifiées dans la pratique au niveau justement du moment où un passif devait être comptabilisé. On a un exemple qui nous est donné à l'effet que, par exemple, si un montant est payable basé sur un chiffre de l'exercice précédent, mais que c'est un événement de l'exercice courant qui rend le passif exigible, les gens n'étaient pas certains à savoir quand on devait comptabiliser le passif, parce que ça prenait en considération des informations de deux exercices différents. Donc, on va voir dans quelques instants c'est quoi les indications au niveau du moment. Qu'est-ce qu'on vient rajouter ou qu'est-ce qu'on vient nous préciser dans cet IFRIC-là. Avant d'aller plus loin, ce qui est important aussi de mentionner, c'est que l'IFRIC traite uniquement de la comptabilisation du passif, donc du moment de la comptabilisation de ce passif-là, donc de la patte, si vous voulez, crédit de l'écriture, mais ça ne fait pas en sorte de nous fournir des indications sur la patte débit de notre écriture, à savoir, par exemple, est-ce que c'est un actif qui devrait être comptabilisé en contrepartie du passif, ou encore est-ce que c'est une charge à l'état des résultats. Donc, à ce moment-là, l'IFRIC vient nous dire, allez vous référer aux normes applicables pour déterminer comment comptabiliser votre, si vous voulez, votre contrepartie à la comptabilisation du passif. Donc, qu'est-ce qu'un droit ou une taxe du point de vue de l'IFRIC 21? Ce que l'IFRIC nous dit, c'est qu'un droit ou une taxe qui rentre dans son champ d'application, ce sont des paiements qui sont imposés par des autorités publiques selon des dispositions légales ou réglementaires. Donc, ces montants-là vont nécessairement exclure des paiements qui sont effectués soit pour l'acquisition d'un actif, par exemple, ou encore la prestation de services, mais au lieu que le montant soit dicté par des dispositions légales ou réglementaires, ils sont exigés dans le cadre d'un accord contractuel avec une autorité publique. Ce que l'IFRIC nous dit, c'est que dans le cas où le paiement est exigé en vertu d'un accord contractuel, ce n'est pas dans le champ d'application de l'IFRIC 21. Donc, ça doit vraiment être un paiement qui est exigé en vertu d'une disposition légale ou réglementaire. Évidemment, on a eu des discussions à savoir au Canada dans quelle situation cet IFRIC-là s'appliquerait, donc à quel type de paiement. On a pensé par exemple à l'impôt. C'est un paiement qui est payé à un gouvernement. On a pensé aux taxes de vente. On a pensé aux taxes municipales, aux droits fonciers. Donc, et on a pensé aussi, dans certains cas, on paye des amendes ou encore des pénalités à un gouvernement. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'au niveau de l'impôt, on n'aura pas appliqué les principes prévus dans l'IFRIC 21, étant donné qu'on a déjà une norme qui traite de la comptabilisation des impôts sur le bénéfice, soit l'IAS 12. Au niveau des droits, des taxes de vente, l'IFRIC vient nous préciser que les taxes de vente, dans la plupart des cas, on agit comme un intermédiaire pour le gouvernement, donc on n'a pas appliqué les principes de l'IFRIC 21. Et au niveau des amendes, des pénalités, on est encore là, pas dans le champ d'application de l'IFRIC 21, étant donné que ce n'est pas un paiement qui est fait pour
se conformer à une loi, mais que c'est plutôt un paiement qui est fait compte tenu qu'on ne se conforme pas à une loi. Par contre, au niveau des impôts fonciers, on pense qu'on va pouvoir, qu'on rentre dans le champ d'application de l'IFRIC 21 et qu'on va devoir tenir compte des principes de comptabilisation. Donc, quel est le consensus dégagé par l'IFRIC 21 au niveau du moment où un passif doit être comptabilisé? Ce qu'on vous dit, c'est qu'un passif va devoir être comptabilisé lorsque le fait générateur d'obligation a eu lieu. On va aller un petit peu plus en détail. Qu'est-ce qu'un fait générateur d'obligation? On vous dit qu'un fait générateur d'obligation qui crée un passif, donc qui entraîne la comptabilisation d'un passif, est l'activité qui rend le droit ou la taxe exigible, tel qu'il est prévu dans les dispositions légales ou réglementaires. Donc, par exemple, tantôt, je vous disais qu'il y avait eu une certaine divergence dans les cas où, c'est peut-être pas un cas au Canada, mais dans un cas où, par exemple, le montant qui devait être éventuellement payé était basé sur un chiffre de l'exercice précédent, mais ce qui rendait le paiement exigible était une activité de l'exercice courant. Donc, en appliquant ce principe-là, on ne pourrait pas comptabiliser le passif, avant l'exercice courant parce que c'est vraiment dans l'exercice courant que l'activité qui rend le droit ou la taxe exigible se produit. Dans le cadre de cette IFRIC-là, on a aussi amené une particularité ou, si vous voulez, une précision à l'effet que ça peut arriver aussi que ce qui rend le droit ou la taxe exigible, c'est une activité qui se produit au fil du temps. Donc, à ce moment-là, on est venu préciser que le passif va devoir être comptabilisé de manière progressive. Par exemple, si vous avez un paiement qui doit être fait au fur et à mesure que vous générez des revenus, il n'y a pas nécessairement besoin de venir jour 1 déterminer, faire un estimé des revenus pour l'année et se comptabiliser un passif jour 1. Donc, si le passif se crée au fur et à mesure que des revenus se génèrent, à ce moment-là, on va comptabiliser le passif sur une base progressive. L'IFRIC 21, par contre, est venu apporter des précisions pour deux situations. Il est venu préciser que les deux situations prévues, soit la nécessité économique qu'a une entité de poursuivre son exploitation au cours des périodes futures, ou encore le fait que ces états financiers soient préparés selon l'hypothèse de la continuité d'exploitation, ce qui est tout à fait logique. Ça ne fait pas en sorte de venir comptabiliser des passifs d'avance, donc de créer une obligation implicite, par exemple, ou encore actuelle, de devoir s'acquitter d'un droit ou d'une taxe qui va survenir à la suite d'une activité qui va arriver au cours d'un exercice futur. Donc, ce n'est pas, par exemple, parce que vous attendez de poursuivre vos activités pendant 40 ans, de générer des revenus, que nécessairement vous devez faire un estimé des revenus pour les 40 prochaines années, puis venir vous comptabiliser un passif, si c'est un passif qui se crée au fur et à mesure que les revenus sont générés. On passe maintenant à la section de la présentation qui traite des activités réglementaires qui sont survenues au cours de la dernière année. Donc, on va faire un survol, dans le fond, des différentes publications faites par les autorités de réglementation. Donc, au cours de l'exercice, les autorités canadiennes en valeurs mobilières ont publié des modifications au règlement 81-106 sur l'information continue des fonds d'investissement en préparation de l'application de la partie 1, donc des IFRS, par ces fonds d'investissement-là. Les modifications au règlement ont été rendues évidemment nécessaires compte tenu que nos entités d'investissement canadiennes vont devoir appliquer à compter du 1er janvier 2014 les IFRS. Les modifications touchent plusieurs points, comme par exemple les exigences de présentation aux états financiers ou encore les exigences de divulgation. Et il y a aussi une actualisation qui a été faite des termes et des expressions comptables qui sont prévus dans le règlement afin de s'assurer qu'ils soient conformes avec ce qu'on retrouve dans les IFRS. En ce qui concerne le projet de règlement 51-103 sur les obligations permanentes des émetteurs émergents en matière de gouvernance et d'information, les autorités canadiennes en valeurs mobilières ont décidé de ne pas donner suite à la mise en œuvre du projet de règlement. Les ACVM songent plutôt à mettre en œuvre certaines des propositions qui étaient prévues dans le projet de règlement sous forme de modification au régime actuel de réglementation des émetteurs émergents. On profite de l'occasion pour vous dire aussi qu'en date d'aujourd'hui, on n'a aucun détail, donc il n'y a aucun détail à ce sujet-là qui a été publié. Ensuite, le personnel des autorités canadiennes en valeurs mobilières a publié l'avis 51-339 dans le cadre de son programme
d'examen de l'information continue, tout comme c'est le cas pour l'Autorité des marchés financiers avec son rapport d'activité, et aussi la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario avec la publication de l'avis 52-721. On va revenir dans quelques instants sur les principaux éléments qui ont été soulevés dans le cadre de ces différents rapports. Finalement, les ACVM ont lancé une consultation sur certains projets de modification du règlement 51-101 qui traite de l'information dans le cadre des activités pétrolières et gazières et vise finalement à améliorer l'information qui est fournie par les émetteurs assujettis qui exercent des activités pétrolières et gazières et aussi à les rendre plus claires. Les projets de modification représentent vraiment un virage important sur le plan des obligations d'information applicables aux sociétés pétrolières et gazières faisant appel public à l'épargne. Ils vont nécessairement, on l'espère, favoriser la présentation d'informations de meilleure qualité sur les ressources autres que des réserves et aussi sur toute autre mesure chiffrée des activités pétrolières et gazières. Maintenant, regardons ensemble les différents points qui ont été soulevés dans le cadre de l'avis 51-339. Donc, tout d'abord, des lacunes courantes ont été relevées dans le cadre d'examens limités à des sujets précis. On retrouve les sujets précis qui ont été regardés. On parle des informations sur les flux de trésorerie, on parle de la transition aux IFRS et on parle aussi des secteurs opérationnels. On vous invite, on vous a fourni le lien dans le bas de l'acétate, à vous référer au document en question pour plus de détails sur ces examens limités. Dans l'avis 51-339, l'annexe A fournit des explications sur les lacunes qui ont été relevées dans le cadre des états financiers. On va regarder un petit peu plus en détail les différents points. Avant d'aller plus en détail, en quoi consiste cet examen plus détaillé? Les ACVM nous mentionnent que l'examen complet a vraiment une large portée et englobe de nombreux types de documents. On peut parler par exemple des derniers états financiers annuels, des rapports financiers intermédiaires et des rapports de gestion. En ce qui concerne tous les autres documents d'information continue qu'une entité peut publier, ça peut aller jusqu'à une période de 12 à 15 mois. Dans certains cas aussi, la portée de l'examen peut aller même jusqu'à des périodes antérieures. Mais on voit vraiment que l'examen, quand on parle d'un examen complet, ça touche toute l'information technique disponible, comme par exemple des rapports techniques des émetteurs exerçant des activités pétrolières ou gazières, la notice annuelle, le rapport annuel, les circulaires de sollicitation, les communiqués, les déclarations de changement importants, les déclarations d'acquisition d'entreprise. Ça va même aller jusqu'au site web, jusqu'aux attestations des dirigeants signataires et aussi les contrats importants. Donc, quand on regarde l'ampleur du travail ou de l'examen effectué par les autorités de réglementation, on en profite pour vous passer le message à l'effet que ça peut être intéressant de regarder vos différents documents parce que et de vous assurer qu'il n'y a pas d'incohérence entre l'information qui est présentée dans les différents documents parce que c'est des documents qui sont scrutés à la loupe quand même par les autorités et qui peuvent amener des questions s'il y a des incohérences qui sont identifiées. Au niveau des lacunes relevées dans les états financiers, la première lacune a trait au concept de jugement, ou plutôt à l'information fournie sur les jugements importants dans vos états financiers. Les ACVM nous mentionnent que, normalement, conformément à l'IAS 1, un émetteur est tenu de fournir, dans le résumé de ses méthodes comptables significatives ou encore dans d'autres notes, les jugements posés par la direction lorsque, par exemple, l'application des méthodes comptables de l'entité qui ont un effet le plus significatif sur les montants comptabilisés dans les états financiers survient. Les ACVM ont constaté que l'information sur les jugements qui ont l'impact le plus important sur les montants comptabilisés dans les états financiers était généralement insuffisant ou encore c'était composé de phrases, on va dire, toutes faites. Certains émetteurs il a été identifié que certains émetteurs ne fournissaient aucune même information sur les jugements. Dans certains cas, les émetteurs incluaient une note dont le titre envoyait à des jugements ou encore à des estimations, mais où à ce moment-là, quand on regardait l'information fournie, il n'y avait que des informations sur les estimations et non pas sur les jugements. Dans d'autres cas, quand on regardait les informations, on retrouvait une liste des postes des états financiers qui reposaient sur des jugements, mais il n'y avait pas d'indication à savoir quels étaient les jugements qui avaient été posés.
Au niveau de la perte de valeur ou des informations à fournir sur les pertes de valeur du goodwill, donc de l'écart d'acquisition, les ACVM nous dit que l'IAS 36, qui traite de la dépréciation d'actifs, exige de fournir de l'information sur chacune des unités génératrices de trésorerie ou pour chacun des groupes d'unités pour laquelle la valeur comptable du goodwill ou encore des immobilisations incorporelles à durée d'utilité indéterminée qui sont affectées à cette unité ou à ce groupe d'unités est importante quand on les compare avec la valeur comptable totale des goodwill et des immobilisations incorporelles à durée de vie indéterminée. Ce qu'on vous dit, c'est que si la valeur comptable de l'unité ou du groupe d'unités est basée sur la valeur d'utilité, en plus, cette information-là va devoir comprendre une description de chacune des hypothèses clés sur lesquelles la direction a fondé ses projections de flux de trésorerie pour la période couverte par les budgets et ou les prévisions les plus récentes. Les hypothèses clés sont celles auxquelles, normalement, la valeur recouvrable de l'unité ou du groupe d'UGT est le plus sensible. Donc, les ACVM ont remarqué que certains émetteurs n'ont pas fourni toute l'information prévue et évidemment les encouragent à fournir l'information. Finalement, dernier point relevé au niveau des lacunes dans les états financiers, on parle du concept de continuité d'exploitation. Les ACVM nous mentionnent que l'IAS 1, qui traite de la présentation des états financiers, normalement la direction doit prendre conscience lorsqu'une direction prend conscience d'incertitudes significatives liées à des événements ou à des conditions susceptibles de jeter un doute important sur sa capacité de poursuivre son activité, elle doit fournir de l'information à ce sujet. Les ACVM ont parfois observé qu'il y avait des incohérences dans l'information sur la continuité d'exploitation qu'on retrouvait dans les états financiers par rapport à ce qu'on retrouvait dans le rapport d'audit. Donc, à ce moment-là, il nous recommande de faire attention à ce sujet-là puis de s'assurer qu'il n'y a pas d'incohérence entre les différentes informations fournies et aussi les raisons, par exemple, qui font en sorte qu'une entité considère que la continuité d'exploitation est peut-être mise en doute. Dans le cadre de l'avis 51.339, il y a aussi des lacunes qui ont été relevées dans les rapports de gestion et aussi dans l'information réglementaire. On vous invite à consulter l'avis pour avoir plus de détails à ce sujet-là. Comme je le mentionnais il y a quelques instants, la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario a publié l'avis 52.721. On n'ira pas nécessairement en détail, malgré que vous voyez quand même beaucoup d'informations dans la diapositive au niveau des lacunes courantes qui ont été relevées. L'examen a vraiment porté sur la dépréciation d'actifs et aussi sur les secteurs opérationnels. Et dans chacun de ces deux sujets-là, il y a différentes lacunes qui ont été identifiées. Comme premièrement, le fait que des fois la description des UGT n'était pas bien décrite. Il manquait d'explications au niveau des événements et des circonstances qui ont contribué à comptabiliser une perte de valeur sur un goodwill. Et aussi, la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario a identifié que ça manquait aussi d'explications au niveau des hypothèses clés et de l'approche d'évaluation qui avait été utilisée pour déterminer la valeur recouvrable. Au niveau des secteurs opérationnels, dans certains cas, la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario requestionne l'identification du principal décideur opérationnel et aussi l'identification des secteurs opérationnels. Aussi, la Commission trouvait que dans certains cas, quand un émetteur regroupait des secteurs opérationnels pour former, par exemple, des secteurs isolables, l'information ou les critères utilisés pour les regroupements n'étaient pas nécessairement indiqués. Lorsque aussi on modifiait les secteurs à présenter, l'information comparative n'était souvent pas retraitée pour refléter ces modifications-là. Et finalement, que les états financiers étaient déficients au niveau de l'information à fournir par rapport à l'ensemble de l'entité. Qu'on parle par exemple de la gamme de produits, qu'on parle des informations relatives aux zones géographiques ou encore des principaux clients. Donc, on vous invite encore là à consulter l'avis pour lequel on vous a fourni un lien dans le bas de la diapositive. Alors maintenant, on va parler du plan de travail de l'IASB qui a été mis à jour justement hier. Donc, on va être des nouvelles vraiment toutes fraîches. Alors, vous allez voir que le plan de travail de l'IASB est quand même assez volumineux.
Le plan de travail de l'IASB se divise en projets importants et en projets de mise en œuvre. Les projets importants sont les projets qui visent à remplacer une norme IFRS dans sa totalité. Donc, ce que vous voyez à l'écran, ce sont vraiment, le but, c'est de remplacer les normes qui sont en existence actuellement par de nouvelles normes complètes, revues, revisitées et remâchées dans tous les sens. Les projets de mise en œuvre qu'on va voir dans les prochaines acétates visent plutôt à modifier des petites parties de normes qui sont déjà existantes, apporter des améliorations, apporter des indications supplémentaires pour l'application ou corriger des incohérences. On va commencer par parler des projets importants. Je ne ferai pas le tour de tous les projets parce qu'on n'a vraiment pas le temps. Là, il nous aurait fallu 1 heure de plus pour parler de tous les projets, donc on a vraiment sélectionné quelques-uns d'entre eux. Alors, le premier projet qu'on vous parle, ce sont les instruments financiers, l'application de l'IFRS 9. Ce projet-là a démarré il y a plusieurs années. En fait, la première version de l'IFRS 9 a été publiée en 2009. Donc, ça faisait déjà quelques années que l'IASB travaillait sur le remplacement de la norme IAS 39 qui traite de la comptabilisation et de l'évaluation des instruments financiers. Donc, on veut vraiment remplacer au complet ce qu'il y a dans l'IAS 39. À ce jour, dans l'IFRS 9, on retrouve les normes de comptabilisation, de décomptabilisation et d'évaluation des actifs et des passifs financiers. Les normes ou les portions de la norme qui n'ont pas encore été publiées se trouvent être la dépréciation des actifs financiers, dont on prévoit la publication de la norme au cours de la prochaine année, en 2014, et également toutes les indications sur la comptabilité de couverture qui devraient être publiées d'ici la fin 2013. Je ne vous ai pas parlé du premier projet qui s'appelle Classement et évaluation sous IFRS 9. Je viens de vous dire que les normes sur la comptabilisation et l'évaluation des actifs financiers, c'est déjà publié. Eh bien, on est déjà en train de revoir le classement et l'évaluation des actifs financiers. Donc, c'est donc dire que la première version, c'était pas parfait. Donc, on revient et on vient spécifier, donner des indications supplémentaires et les nouvelles indications pour suppléer à ce qu'il y avait déjà dans l'IFRS 9 vont également être publiées d'ici la fin 2014. Si vous regardez le manuel de l'ICCA, ou pour ceux qui sont au courant, le manuel de CPA Canada, vous allez voir que l'IFRS 9, il est prévu que son application est pour le 1er janvier 2015. Mais la norme n'est pas encore complète. Soyez sans crainte, l'IASB a déjà annoncé ses couleurs. Il va reporter la date d'application de l'IFRS 9. Quelle date, on ne sait pas encore. Il n'a pas voulu se prononcer. On va le savoir quand il va commencer à publier les morceaux qui manquent. On va avoir une idée d'ici probablement la fin juin 2014. Nous, on pense peut-être 2017 ou 2016 au plus tôt. Les autres projets dont on va vous parler un peu plus tard, ce sont les contrats de location et la comptabilisation des produits. Donc, pour moi, ça fait le tour des grands projets. Parlons maintenant des plus petits projets. Alors, vous voyez ici, on a quand même une multitude de petits projets. On a toujours nos fameuses améliorations annuelles. Si vous voyez, là, on est même en retard sur certaines améliorations annuelles. Là, le premier aurait dû être déjà publié au début de l'année, mais ça retarde et ça retarde. Et j'ai même vu hier qu'il y avait encore un autre retard. Donc, un jour, on va avoir des améliorations là, au niveau de certaines normes. Vous avez beaucoup de projets qui vont toucher toute l'application de moi, je vais l'appeler la valeur de conso ou la méthode de la valeur, la mise en équivalence. Toutes les indications aussi qui tournent autour de l'IFRS 10, l'IFRS 11, les co-entreprises, les entreprises communes. Ensuite, on veut aussi introduire une nouvelle méthode au niveau des états financiers individuels. Et si vous regardez au bas de l'écran, on est en train d'appliquer cette année la norme IFRS 13 sur l'évaluation de la juste valeur. Il y a déjà un projet pour venir modifier cette norme. Donc, c'est donc dire, même si on publie, ce n'est pas toujours parfait. L'unité de comptabilisation dont on vise ici, c'est une question qui va quand même être importante. C'est à chaque fois qu'on veut évaluer un groupe d'actifs qui représente, par exemple, une filiale qui est cotée sur un marché actif et qu'on doit évaluer sa juste valeur. La question se pose, est-ce que je dois utiliser le cours à la bourse, simplement multiplier par le nombre d'actions que je détiens, ou est-ce que je peux ajouter une prime de contrôle? Là est la question, on n'a pas encore les réponses. La suite des projets de mise en œuvre, vous en voyez encore plein d'autres. Moi, ce que je vais vous parler surtout sur celle-là, c'est l'initiative relative aux informations à fournir. Depuis qu'on est passé aux IFRS, on a remarqué que le volume des états financiers avait quasiment doublé, si pas plus que ça dans certains cas.
Alors, l'IASB a entendu les commentaires à travers le monde sur le nombre d'informations à fournir qu'on doit présenter dans les états financiers et va nous aider à faire le ménage là-dedans. Donc, quand vous voyez initiative relative aux informations à fournir, là, le but de l'IASB, c'est de nous aider à faire le ménage dans nos états financiers, de nous aider à faire comment identifier quelle est l'information la plus importante à fournir dans les états financiers. Donc, on va axer sur la matérialité, par exemple. On va venir clarifier des principes dans l'IAS 1 pour aider le préparateur et l'auditeur à y voir plus clair. Ça ne veut pas dire que les listes d'informations fournies qu'on retrouve dans diverses IFRS vont diminuer. C'est juste que maintenant, on va vraiment avoir des principes pour nous aider à choisir qu'est-ce qui est vraiment important aux yeux des utilisateurs des états financiers. Donc, pour moi, ça fait le tour du plan de travail. Maintenant, on va aller voir les deux projets que je vous ai promis, la comptabilisation des produits ou, autrement dit, produits des activités ordinaires tirés de contrats avec des clients. Donc, c'est un projet qui dure depuis plusieurs années. Je pense que c'est 2009, 2010, en tout cas, ça fait très, très longtemps. Pourquoi est-ce qu'on a parti un projet sur la comptabilisation des produits? C'est que l'IAS 18 et l'IAS 11 ont été critiqués pour leur manque de cohérence. Et quand on avait des situations plus complexes en constatation des produits, c'était difficile à appliquer. Il fallait chercher des interprétations à gauche et à droite pour arriver à trouver quelque chose. Et souvent, une des sources d'interprétation était les normes américaines. D'ailleurs, ce projet-là est un projet conjoint entre l'IASB et le FASB des États-Unis. L'objectif qui est annoncé depuis le début de la nouvelle norme, donc la nouvelle norme va remplacer deux normes, l'IAS 18 et l'IAS 11. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? C'est d'avoir un modèle de comptabilisation unique pour les produits pour qu'on ait une application vraiment uniforme, quelle que soit l'industrie, le marché, le type de vente qu'on veut faire, qu'on ait des principes cohérents d'une fois à l'autre. Donc, ça va être plus facile pour toutes les personnes à suivre. Une fois qu'on a dit ça, la norme va quand même être volumineuse. Donc, ça ne tiendra pas sur 10 pages. Là, on peut parler peut-être d'au moins une vingtaine de pages. Je ne m'en rappelle plus de la longueur du dernier exposé de sondage, mais il était long. Alors, malgré tout ça, est-ce qu'on peut s'attendre à des changements? Ça va dépendre du type d'industrie. Dans bien des cas, on pense que non, mais dans d'autres cas, oui, il pourrait y avoir des changements. Parlons un peu du principe là, qui sous-tend tout le projet de la constatation des produits. Alors, on va avoir à comptabiliser les produits lorsque les obligations de prestation sont remplies. Comment une obligation de prestation est remplie? Mais c'est chaque fois que le contrôle exercé sur un bien ou un service est transféré au client. Donc, on voit qu'il y a plein de mots-clés là-dedans. On parle des produits, c'est sûr, c'est les ventes. Les obligations de prestation, c'est-à-dire ce qu'on va livrer, des biens, des services, autre chose, là, par exemple des intérêts, des revenus d'intérêt, des revenus de dividendes. Et également transférer au client. On parle de contrôle transféré au client, pas juste transférer le contrôle à quelqu'un d'autre, il faut vraiment que c'est le client qui prenne contrôle du bien ou du service. Donc, ça va vraiment être le focus de la norme. La norme va avoir 5 grandes étapes. On va prendre 5 grandes étapes. Elle est structurée vraiment en 5 étapes pour appliquer ce principe-là. La première étape, il va falloir identifier les contrats qu'on a conclus avec un client. On va venir nous indiquer qu'est-ce qu'on considère comme étant un contrat. Donc, ça, c'est très important. La deuxième étape, une fois qu'on a identifié qu'on avait un contrat, maintenant, il faut ouvrir le contrat et aller voir est-ce que je fournis un seul bien ou plusieurs services, ou plusieurs biens et plusieurs services, ou un bien et un service, ou juste un bien ou juste un service. Donc ça, ça va être important. C'est ce qu'on va appeler les obligations de prestation. Encore une fois, la norme va nous aiguiller, nous aider à identifier. En ce moment, dans les IFRS, on a un principe général qui nous dit que quand on vend plusieurs biens et services, on devrait répartir notre produit à travers les biens et les services. Mais on ne nous dit pas qu'est-ce qu'un bien, qu'est-ce qu'un service, qu'est-ce qu'une obligation de prestation. Maintenant, on va avoir vraiment des indications pour nous aider. On doit également savoir combien ça vaut tout ça. Combien vaut le contrat? Donc, on vous a donné des indications sur quel est le prix de transaction. Une fois que ce prix-là est déterminé, il va falloir le répartir au prorata des diverses obligations de prestation. Et éventuellement, tout ça, c'est préparatoire à la comptabilisation. Et lorsqu'on comptabilise, on va comptabiliser les produits seulement si l'obligation de prestation est remplie, c'est-à-dire que le contrôle a été transféré au client
relativement au bien ou à un service. Dans les informations qu'on retrouve sur le site web de l'IASB, la date d'application probable de la norme, qui devrait être publiée au premier trimestre de 2014, c'est l'information la plus récente qu'on a. Donc, la date d'application obligatoire de la nouvelle norme n'est pas avant 2017. Donc, c'est sûr qu'il faut attendre d'avoir l'application de la norme pour confirmer. Donc, ce n'est pas pour demain. On nous donne beaucoup de temps pour se préparer et, entre autres, préparer les systèmes de contrôle interne, les systèmes comptables pour bien s'adapter à la nouvelle norme. Parlons maintenant d'un projet beaucoup plus controversé, celui des contrats de location. Il s'agit du deuxième exposé sondage qui a été publié cette année en mai. Le premier exposé sondage était plus ou moins bien reçu, donc on est revenu qu'un deuxième exposé sondage. Alors pourquoi on a un projet, ces contrats de location? Bien, premièrement, on veut remplacer la norme IAS 17 parce qu'elle est quand même, elle a de l'âge. On veut la mettre au goût du jour. Et en fait, les utilisateurs reprochent finalement à la comptabilisation des contrats de location qu'il y a un manque de transparence dans les états financiers et qu'ils ne savent pas trop comment en tenir compte dans leurs évaluations, dans leurs analyses des états financiers. C'est également un projet conjoint entre l'IASB et le FASB. L'objectif déclaré depuis plusieurs années, c'est qu'on veut éliminer le financement hors bilan afin que les utilisateurs puissent mieux évaluer l'impact des contrats de location là, sur ce qu'ils ont besoin de faire finalement. C'est en fait, pour eux, on constate que c'est vraiment une dette qui est cachée dans les notes. On veut ramener la dette sur le bilan. Effet attendu, la norme. Pour les preneurs, donc les locataires, on s'attend à des changements très importants au niveau du bilan. Pour les bailleurs, les changements vont être de moindre importance. Ça va dépendre de la nature des baux qu'ils ont signés avec leurs preneurs ou avec leurs locataires. On va faire un survol de très haut niveau des principes. Je ne rentrerai pas dans la poutine, comment on détermine les chiffres, etc. On va juste vraiment avoir une idée à quoi ça va ressembler le bilan, à quoi ça va ressembler notre état des résultats. Donc, c'est vraiment ça que je vais vous parler, puisqu'on n'a pas assez de temps là, pour vous parler de la norme au complet. Elle est aussi très volumineuse, l'exposé sondage est volumineux. Le premier exposé sondage pour les preneurs n'avait qu'un seul modèle. On disait tous les preneurs doivent comptabiliser un actif et une obligation sur le bilan qui correspond finalement à un droit d'utilisation de l'actif puis une obligation relativement au paiement de loyer. L'impact à l'état des résultats était le suivant. On amortissait l'actif qu'on avait comptabilisé de façon linéaire la plupart du temps et on comptabilisait une genre de charge d'intérêt relativement à l'obligation. Donc, si on se met à faire les calculs dans notre tête, on se rend compte que les premières années, les charges dans l'EPAC état des résultats est très élevées pour diminuer vers la fin du contrat de location à des charges beaucoup plus petites. Il y a eu beaucoup de commentaires à ce niveau-là. Les gens disent que ça n'a pas d'allure d'avoir des charges plus élevées au début que à la fin, on n'aime pas ça, etc. Donc, l'IASB a écouté ces commentaires-là et en écoutant ces commentaires-là, bien, il est revenu avec un principe de classement pour les contrats de location. On va nous proposer deux formats de contrats de location ou deux types et ça va avoir un impact, pas sur le bilan, oubliez ça, on reste encore avec un actif, une obligation, mais à l'état des résultats, on va avoir un impact qui est différent. Donc, laissez-moi expliquer les deux types. Dans l'exposé sondage, on appelle ça un type A et un type B. C'est assez scientifique comme dénomination. Alors, qu'est-ce qu'un type A? Un type A, on nous dit que c'est un contrat de location qui ne porte pas sur un bien immobilier, par exemple du matériel, des véhicules, du mobilier de bureau, etc. On nous dit que c'est un contrat de location qui ne porte pas sur un bien immobilier, sauf si, puis si on se met à lire les si, on se rend compte qu'essentiellement, un contrat de type A, c'est un contrat pour lequel la durée du contrat porte sur la quasi-totalité, et là je vulgarise, là, ce n'est pas la terminologie de la norme, mais la quasi-totalité de la durée de vie économique de l'actif qui est sous location, ou bien c'est un contrat de location dont la valeur des paiements locatifs couvre la quasi-totalité de la juste valeur de l'actif. Donc, notre bon vieux contrat location-financement. Si on vulgarise. De l'autre côté, type B. Alors, on nous dit que ce sont des contrats de location pour un bien immobilier. Donc, un terrain, un bâtiment. Et encore une fois, on a un sauf-ci, parce qu'on vous laisse garder des portes ouvertes ici, là.
Et quand on se met à lire les sauf, on se rend compte que finalement, le type B, c'est un contrat de location dont la durée de la location ne porte pas sur la majeure partie ou la quasi-totalité de la durée de vie utile de l'actif, ou que la valeur actualisée des paiements locatifs ne correspond pas à la quasi-totalité de la juste valeur de l'actif. Donc, ça nous fait penser plus à un genre de ce qu'on avait avant, nos contrats de location simples. Mais par contre, ce n'est pas nécessairement ça qu'on va comptabiliser. Donc, il faut retenir type A, ça couvre la quasi-totalité de la durée de vie utile ou la quasi-totalité de la juste valeur de l'actif sous location. Type B, ça ne couvre pas la durée de vie utile ni la juste valeur de l'actif. Quels sont les impacts? Comptabilisation par le preneur. Si vous voyez la deuxième ligne à l'écran, que vous soyez type A ou type B, ça ne change rien, ça c'est la ligne bilan. On comptabilise un droit d'utilisation, on comptabilise une obligation locative dans les deux cas. Donc, le bilan, ça ne change pas. Les deux dernières lignes nous expliquent un peu qu'est-ce qui se passe au niveau de l'état des résultats. Dans le type A, on va amortir notre droit d'utilisation sur une base linéaire ou une autre base systématique qui serait logique. Au niveau de l'obligation locative, ça va être une obligation comme une dette qu'on va comptabiliser au coût amorti selon une méthode du taux d'intérêt effectif, ce qui va nous donner une charge de taux d'intérêt effectif à l'état des résultats. Donc, dans le contrat de type A, on va avoir une charge beaucoup plus élevée au début qu'à la fin du contrat de location. Dans le contrat de type B, comment on détermine la charge ou comment on détermine l'impact au résultat? Donc, vous allez à la dernière case en bas à droite. On nous dit que la charge de location qu'on comptabilise à l'état des résultats, c'est une charge finalement qui est linéarisée. On prend la totalité des valeurs des paiements de location qu'on divise par la durée du bail et ça me donne une charge linéaire. Ici, donc, on va avoir vraiment le même montant tout au long de la durée du bail dans l'état des résultats. Maintenant, comment on fait varier les postes de bilan? Alors, au niveau de l'obligation locative, il va falloir calculer une charge d'intérêt théorique. Et par différence, c'est-à-dire la charge est comptabilisée à l'état des résultats moins la charge d'intérêt théorique va être un montant qui va nous donner, il va faire varier mon droit d'utilisation au bilan. Donc, il n'y aura pas de méthode très scientifique au niveau de l'amortissement du droit d'utilisation, ça va être un peu bizarre. Ça, c'est les grandes lignes pour le preneur. Maintenant, pour le bailleur. Type A. Type A, on se rappelle, quasi-totalité de la durée de vie utile, quasi-totalité de la juste valeur de l'actif. Donc, ce que ça veut dire, on est grosso modo dans un contrat de location financement. On en avait avant, donc qu'est-ce qu'on faisait avant? On décomptabilisait l'actif sous-jacent. C'est ce qu'on faisait avant, c'est ce qu'on va faire par la suite. Qu'est-ce qu'on va mettre à la place? Une créance locative, qui va être grosso modo la valeur actualisée des paiements locatifs. Et on va comptabiliser un actif résiduel, le cas échéant. Contrat de type B. On nous dit que ce sont vraiment un contrat là, qui est similaire à une location simple. On se rappelle, type B, on ne couvre pas la durée de vie de l'actif ou la quasi-totalité de la durée de vie utile de l'actif, ni la quasi-totalité de la juste valeur de l'actif. Donc, essentiellement, on est vraiment dans un contrat de location simple. Ce qui se passe, c'est qu'on continue à comptabiliser l'actif sous location selon les autres IFRS, soit l'IS 16 ou l'IS 40, si on pense à un bien immobilier, donc un immeuble de placement. Et au niveau de la charge, du revenu, excusez, à l'état des résultats, on va parler plutôt d'un, comme avant, finalement, un revenu de location linéarisé sur la durée du contrat de location. Donc, ce qui fait le tour des grands impacts qu'on pourrait s'attendre si jamais l'exposé du sondage sur les contrats de location passe. Donc, on a vu qu'il y avait beaucoup de matériel. Donc, merci Louise, merci Stéphanie. Donc, j'attire votre attention sur le fait que vous pouvez trouver des ressources supplémentaires sur notre site Internet. On a des alertes de votre conseiller, on a des bulletins de nouvelles IFRS et on a des états financiers modèles. Ces outils peuvent être très utiles pour vous. Aussi, vous avez des ressources sur d'autres sites Internet qui peuvent vous aider. Le groupe de discussion sur les IFRS de l'ICCA. Le groupe de travail sur les IFRS du secteur minier aussi de l'ICCA. Le groupe de travail sur les IFRS sur le secteur pétro-gazier. Et le plan de travail de l'IASB.
Louise vous a fait un résumé tantôt, mais vous pouvez en prendre connaissance. Il y a des éléments très, très intéressants qui peuvent vous aider à ce niveau-là. Maintenant, on passe à la période de questions. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, veuillez nous les adresser, s'il vous plaît. OK, donc on voit qu'il n'y a pas de questions. Donc, je profite de l'occasion pour vous remercier beaucoup de l'attention que vous nous avez portée. On espère que la présentation a été utile et nous vous invitons à rejoindre votre contact chez RCGT si vous avez quelques questions, que ce soit sur les normes qu'on vous a expliquées ou toute autre norme qui s'applique dans votre cas. Donc, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci beaucoup.